Tout d'abord, un rappel. Nous devons avoir présent à l'esprit les éléments déjà développés il y a quelques instants par le professeur Weller et Madame Houded, qui ont abordé la question des ventes forcées. Donc, notre dialogue se situe dans le prolongement en quelque sorte. On sait que le marché de l'art en Europe a été très actif entre 1933 et 1945, et tout particulièrement dans la France de Vichy. Outre celle des professionnels habituels, les transactions passées au nom ou pour le compte de dignitaires nazis ou de leurs affidés ont été très nombreuses. Comment distinguer alors parmi ces ventes celles qui reposent sur un consentement librement donné par le vendeur et qui ont été conclues au juste prix, je mets ça entre guillemets, celui du marché de l'époque, de celles dont l'apparente régularité formelle masque en réalité une spoliation. Spoliation qui peut être à raison des circonstances dans lesquelles la dépossession est intervenue, et une liste sans qu'elle soit exhaustive, malheureusement, je dirais. Ces circonstances peuvent tenir au parti à la transaction, par exemple, la présence d'un administrateur provisoire, à la date de sa conclusion, aux conditions, aux motifs et au but, très souvent, échapper au rafle et à l'extermination, ou sauvegarder des biens et des moyens d'existence pour une population privée du droit de travailler avant d'être privée de celui de vivre. Ici pointe, d'ailleurs, quand j'évoque les circonstances, c'est la connaissance factuelle des circonstances dans lesquelles se sont déroulées ces ventes. Donc, je ai pointé le rôle déterminant des chercheurs, nous l'avons encore pu l'entendre, le découvrir tout à l'heure et tout au long de cet après-midi, donc le rôle déterminant des chercheurs pour établir la réalité de ces circonstances. Mais après, ensuite, ces circonstances connues restent à déterminer le droit et les principes applicables. Donc, pour décider s'il s'agit ou non d'une spoliation, d'une vente forcée, je dirais annulable, et j'emploie à dessein ce terme. Donc, nous pouvons là nous poser les questions. Qu'en est-il au plan international? Qu'en est-il au plan national? Et quelles sont les difficultés rencontrées? Ces difficultés peuvent tenir à l'absence d'un dispositif juridique international contraignant, à l'inaliénabilité des biens entrés dans les collections publiques, à l'existence ou à l'opposition de prescription ou de forclusion, ou encore aux difficultés rencontrées pour la sortie des collections publiques. Voilà, je pense, la question, la problématique campée, si je puis dire. Alors Marc-André Reynold, vous allez nous expliquer comment le droit suisse distingue en fait ce qu'on appelle le Fluchtgut et le Raubgut. C'est-à-dire comment en fait, du point de vue des ventes forcées, nous avons là une piste très intéressante et originale. Merci. Écoutez, alors Fluchtgut, Raubgut, c'est le terme utilisé en réalité par des chercheurs, des tout premiers chercheurs de provenance que nous avons eu à l'occasion d'un rapport sur le rôle de la Suisse, du marché de l'art en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces deux personnes, Esther Frantisa et Anja Heuss, alors je ne sais pas si c'est elles qui ont inventé ce terme de Fluchtgut, mais elles l'ont bien prévu dans un contexte historique. C'est-à-dire, c'est l'œuvre qui est vendue dans un contexte de fuite du pays. Alors, c'était pour la position suisse, c'est-à-dire, au fond, le fait que la Suisse a
héberger des collectionneurs ou marchands qui fuyaient et qui ensuite, pour pouvoir survivre, pour pouvoir aller partir plus loin, notamment parce que leur statut en Suisse ne leur permettait pas souvent de rester longtemps, eh bien, devaient vendre. Donc, au fond, c'est un concept historique. Et la difficulté, c'est ensuite d'y donner une connotation juridique. Pour l'instant, en Suisse, nous en sommes assez loin. Nous sommes encore à un concept assez classique de vente sous contrainte. Il n'y a pas une réglementation spécifique en droit. Par contre, vous avez la chance en France d'avoir beaucoup plus que nous en Suisse. Alors peut-être, Madame Herzkovitch, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on peut dire des conditions, des circonstances dans lesquelles se produit l'acte de dépossession, la vente, parce que finalement, c'est des conditions déterminantes. Et est-ce que ces conditions se révèlent exorbitantes du droit commun? Alors, je suis obligée de revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer un peu dans quel contexte on se trouve. Il faut se souvenir que la France a été gouvernée par Vichy à partir de juin 40 et que ça nous a entraînés dans un contexte très particulier d'une mise en place d'une législation antisémite à partir du statut des Juifs du 3 octobre 40. Et donc, pendant toutes ces années entre 40 et 44, une législation antisémite très lourde et avec des conséquences très importantes a été mise en place en France, ce qui nous donne un statut très particulier et ce qui a entraîné à la fin de la guerre la mise en place de règles d'annulation d'actes qui sont très particulières à la France. Tout ça commence avec la déclaration solennelle de Londres du 5 janvier 1943, au terme de laquelle les alliés, 17 pays alliés, décident justement, au vu des pillages qui sont constatés à travers l'Europe occupée par les nazis, de prévenir tous ceux qui auront profité de ces pillages, de ces dépossessions, de les prévenir qu'à l'issue du conflit, tout sera fait pour que les pillages et, comme vous l'avez vu sur ce texte de l'ordonnance du 12 novembre 1943, qui constitue l'intégration en droit français, la France libre, la France de Gaulle, qui constitue donc cette intégration en droit français de cette déclaration solennelle de Londres, vous voyez qu'elle permet de déclarer nuls non seulement les actes qui ont directement ou indirectement profité à l'Allemagne ou à ses complices, mais tous ceux qui ont été accomplis sous leur pression ou inspiration. Et surtout, elle s'applique à toutes les espèces de spoliation, depuis la saisie brutale et sans compensation de biens, droits et intérêts de toute nature, jusqu'aux transactions en apparence volontaires, auxquelles ne manque aucune des formes légales. C'est ça qui est très important parce que la conséquence de cet avertissement qui est fait donc dès le 5 janvier 1943 en Europe va permettre à la France, après le rétablissement de la légalité républicaine, d'édicter une ordonnance du 21 avril 1945 qui va prévoir les conditions dans lesquelles le juge va être contraint de constater tout simplement la nullité des actes de disposition qui ont été passés après le 16 juin 40 dans des conditions précises. Alors, ces conditions, on en vient justement à l'acte de disposition et aux conditions dans lesquelles l'acte de disposition a été passé. Pour que cet acte de disposition soit annulable, il faut qu'il ait été passé en conséquence de mesures exorbitantes du droit commun. Il faut comprendre que cette ordonnance de 1945 ne s'appliquait pas seulement aux actes passés par des juifs, mais dans le cadre de la CIVS, dans le cadre des restitutions qui sont organisées aujourd'hui, on a restreint le champ aux personnes persécutées du fait de leur religion, donc les juifs. La question qui se pose immédiatement, c'est dès lors que tout acte de disposition passé après le 16 juin 40 et en conséquence de mesures exorbitantes du droit commun, tout acte de disposition pourrait être annulable. Il faut simplement démontrer que la personne qui a été dépossédée était sous le coup de mesures exorbitantes du droit commun. Or, à compter du régime de Vichy, enfin des pleins pouvoirs qui sont votés au maréchal Pétain, on s'aperçoit que très rapidement, toute une série
de lois, de règlements, d'ordonnances sont prises à la fois par l'occupant sur la zone occupée, c'est-à-dire jusqu'à Lyon, enfin cette ligne de démarcation, mais également par le régime de Vichy à partir notamment du statut des Juifs, qui cette fois-ci s'étend sur tout le territoire de la France. Eh bien, toutes ces mesures qui vont petit à petit réduire les Juifs à des citoyens de seconde zone, qui vont devenir des incapables majeurs, vont constituer ces mesures exorbitantes du droit commun et entraîner une situation de violence qui fait que lorsque les actes de dépossession sont passés, ils sont passés avec un vice du consentement qui est la violence. Là, je repasse la parole à... Oui, alors, moi je crois que c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement dans ces ventes, et le droit français va le reconnaître à la lumière de ce qui s'est dit, du texte de 43 et du texte de 45. La question qui se pose, c'est que ce n'est pas pareil dans tous les pays, et qu'il y a donc une articulation nécessaire qui pour l'instant n'existe pas entre tous les pays pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait éventuellement généraliser les textes de 43 et de 45, alors je parle en tant que Français évidemment, mais comment est-ce qu'on pourrait généraliser les textes de 43 et de 45 pour que ça puisse se présenter au fond dans d'autres pays? Ah bon, ils sont en train de bavarder. On se coordonne, savoir quel niveau. Alors, d'abord, sur le plan international, et ensuite je laisserai Maître Hershkovitch vous parler du plan européen. Sur le plan international, on peut constater, alors de nouveau, il ne s'agit pas d'une harmonisation du droit positif, comme nous le disons, mais une harmonisation des principes. Parlez dans le micro, là, parce que sinon... C'est qu'il y a eu, excusez-moi, il y a eu une évolution entre les principes de Washington de 1998, excusez-moi, et entre les principes de Thérésine de 2009. Il y a eu une évolution dans les termes, hein, puisque 98 nous dit confisquer, tandis que Thérésine nous dit confisquer et spolier, et dans les spoliations, il parle de vente forcée et de vente sous la contrainte. Et encore dans l'autre cas qui serait relinquishment, je n'ai pas le terme exactement, mais la perte, si vous voulez, involontaire de propriété. Donc, ou l'acte de voilà. Donc on a une évolution sur le plan des principes, mais évidemment pas encore de droit positif. Il y a des évolutions intéressantes en droit européen, et je passe la parole. Alors en droit européen, il y a des évolutions intéressantes qui sont en gestation, qui ne sont pas encore tout à fait en vigueur. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on pose en droit européen le concept de vente forcée? Non, pas pour l'instant, et surtout que ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, au sein de l'Europe, il y a des droits nationaux qui sont extrêmement différents. Mais là où on pourrait commencer à réfléchir à un droit européen, c'est précisément puisque tout le droit français dont je vous ai parlé est basé sur la déclaration solennelle de Londres, à laquelle ont participé les pays européens. Donc il serait tout à fait logique que l'Europe se penche, l'Union européenne cette fois-ci, se penche sur cette question sur la base de la déclaration solennelle de Londres et puisse dès lors élaborer un concept de vente forcée qui serait beaucoup plus juridique et qui pourrait suivre l'ordonnance de 45 à une précision près. Il faut se souvenir, ou en tout cas il faut savoir qu'en France, toute cette législation antisémite a mené également à la mise en place du Commissariat général aux questions juives, qui a organisé l'arianisation des biens juifs. Et l'arianisation des biens juifs s'est faite à travers des administrateurs provisoires qui ont été nommés à la tête des biens juifs, que ce soit des entreprises, des biens immobiliers, des biens mobiliers, qui ont arianisé, c'est-à-dire qu'ils ont vendu. Et ça, c'est la quintessence de la vente forcée au regard de l'ordonnance de 1945. Cette vente forcée qui supposait qu'un administrateur provisoire soit nommé à la place du juif, qui ne pouvait plus disposer puisqu'il était destitué de sa capacité, n'existe pas ailleurs. Donc, on a une catégorie de vente forcée en France qui est visée directement par l'ordonnance de 45, qui, à mon avis, n'existe pas ailleurs en Europe. Pour autant, dans l'ordonnance de 45, il est bien précisé que les ventes forcées ne visent pas uniquement les ventes réalisées par des administrateurs provisoires. Donc, on a en quelque sorte un tronc commun qu'on pourrait définir au niveau européen,
sans pour autant empêcher la France en droit interne de maintenir cette position qui provient des concepts énoncés par l'ordonnance de 1945 et qui tient compte de la situation très particulière qu'a créée cette volonté d'éliminer toute influence juive de l'économie française et qui a donné naissance au Commissariat général aux questions juives, aux administrateurs provisoires et à toute cette législation antisémite qui a permis l'arianisation des biens juifs. Vous voulez dire qu'au fond, la France est le seul pays où il y a eu cette arianisation des biens juifs? De cette manière juridique et positiviste, oui. D'où la difficulté donc d'harmoniser les Oui, droits. mais à l'exception près de ces ventes forcées très particulières réalisées par les administrateurs provisoires, le concept de vente forcée tel qu'il est défini par l'ordonnance de 1945 pourrait être étendu à l'Europe. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il faudrait que l'Union européenne décide, en se basant sur la déclaration solennelle de Londres de 1943, décide d'utiliser ces concepts juridiques pour créer une législation européenne qui s'imposerait à tous les États membres. Vous voulez dire quelque chose, M. Janotto? Oui, mais c'est prendre la suite. Et ce que l'on constate, c'est un affaiblissement de la réglementation internationale. Puisque là, il existe des conventions, mais qui sont sans caractère contraignant. Et donc, cet affaiblissement des conventions, l'absence de cadre contraignant, contrairement à ce qui était le cas en France, donc aboutit à l'émergence de modes alternatifs de règlement de ces questions. Mais il est évident que les conventions internationales signées, je pense à d'autres, à Unidroit, mais il y en a d'autres, ne remplissent pas, ou ne remplissent plus les objectifs qui étaient les leurs. Voilà. Et pour autant, n'allons pas croire que la situation française, avec ce caractère contraignant au fond de l'analyse de la vente forcée, conduise inévitablement à la restitution du bien, puisque vous dites vous-même que la restitution du bien peut éventuellement rencontrer un certain nombre d'obstacles, et notamment l'inaliénabilité qui est liée à la domanialité publique. C'est ça. Alors, si un bien est censé être public, il ne peut pas être aliénable, et donc on se pose la question de savoir quel est le droit qui l'emporte là, dans ce cas-là. Madame Herskovitch. Alors, il y a deux choses qui, si je puis me permettre, il y a deux choses qui freinent les restitutions. C'est premièrement, je vous ai exposé les concepts qui permettraient éventuellement de poursuivre la nullité d'un acte de disposition. Ça a l'air très simple comme ça, mais en réalité, c'est très loin d'être simple, parce qu'il faut encore qu'on trouve les éléments de preuve suffisants pour convaincre un tribunal qu'effectivement, on est dans le cas décrit par l'ordonnance de 1945, c'est-à-dire un acte de disposition accompli en conséquence de mesures exorbitantes du droit commun. Et l'expérience montre que la preuve est difficile à rapporter. Donc ça, c'est un premier élément. On est dans un cas en France encore plus complexifié par le fait que, justement, comme on vous l'a exposé au cours de cette journée, la France a mis en place progressivement une procédure de restitution qui passe notamment aujourd'hui par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Et donc on a finalement deux voies parallèles. La CIVS qui va instruire un dossier sur des éléments qui sont à la fois juridiques et équitables. La CIVS juge en équité, enfin recommande en équité, et va se forger une opinion sur un dossier, pas forcément sur les mêmes éléments et sur les mêmes concepts que les dispositions de l'ordonnance de 1945 dont je vous ai fait part. Donc on a déjà un premier problème de savoir comment va être étudié le cas sur lequel on travaille. Et puis, effectivement, on en vient à ce principe d'inaliénabilité des collections nationales, qui est un principe extrêmement fort en France, qui dépend effectivement de la domanialité publique. Donc, lorsqu'il y a une revendication sur un bien qui est enregistré dans les collections nationales, qui a été acquis d'une manière ou d'une autre par les collections nationales, par les musées nationaux, le problème auquel on va être confronté, et qui pour l'instant n'a toujours pas été résolu, c'est que si
la procédure de restitution mise en place par le gouvernement, par le ministère de la Culture, par toutes les institutions nationales, aboutit à une recommandation de restitution, eh bien, on n'a pas encore trouvé, ou on n'a pas encore mis en place, ça c'est un trou dans la législation, on n'a pas encore mis en place le moyen de déclasser cet objet des collections nationales et par conséquent d'opérer la restitution. En revanche, si on obtient une décision de justice sur le fondement de l'ordonnance de 1945 qui prononce, enfin qui constate l'annulation de l'acte de disposition, à ce moment-là, on pourra considérer que l'acte de disposition étant annulé, le bien n'a jamais pu rentrer valablement dans les collections nationales. Donc on n'aura pas besoin de déclassement. Marc-André Reynolds. Oui, un autre obstacle qui va s'exercer à ces revendications possibles va être celui du concept que nous avons dans les droits civilistes, qui est celui de l'acquisition de bonne foi. Et ça va aussi freiner dans la mesure où il peut y avoir eu une acquisition de bonne foi, même s'il y a eu un acte de violent, disons, de prise de propriété. Et l'exemple typique ou classique, je ne résiste pas, parce que c'est quand même grâce à la CIVS qu'il a été résolu en partie, c'est celui du tableau de Constable que vous voyez dans une petite reproduction ici devant. Ce tableau était au musée de La Chaux-de-Fonds, en Suisse, mais il avait fait l'objet d'une, on va appeler ça une vente forcée, c'est une vente forcée typique qui n'était pas contestée, donc en 1943, organisée par le commissariat général des questions juives à Nice, par un administrateur. Donc cet objet appartenait à la collection Jaffé, cette œuvre donc, de Constable, elle est vendue. De manière forcée, la famille ne touche rien du tout, et elle arrive en Suisse. En 1946, elle est achetée en Suisse par des collectionneurs à Genève qui, eux, la conservent et à leur décès en font donation avec leur collection au musée donc, de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Et arrive la revendication, bien plus tard, de la famille Jaffé, des héritiers Jaffé, et l'objection principale, ce n'est pas tellement le côté vente forcée, tout le monde était d'accord, la commune de La Chaux-de-Fonds était d'accord de dire que c'était une vente forcée, mais elle disait qu'il l'avait reçue sans savoir la provenance, et que donc il y avait bonne foi. Et donc il y a eu tout un litige très long, auquel il a fallu participer. Une procédure a dû commencer pour que finalement, grâce notamment à l'intervention de la CIVS, qui a permis de débloquer la situation devant le juge conciliateur de La Chaux-de-Fonds, eh bien, finalement, donc, une restitution a été possible. Et donc, on a dépassé cet obstacle de la bonne foi, qui d'ailleurs, bon, aurait pu être contesté en justice, mais ça aurait été compliqué, ça aurait été long, et c'était un passage tortueux. Donc, on est arrivé à une autre solution. Mais j'aimerais donc dire que si notre partie de cet après-midi s'appelle un domaine dans lequel nous devons faire mieux, je suis d'accord de le dire que oui, mais j'aimerais dire ici que la CIVS a bien fait là. Elle a permis une restitution finalement à la famille grâce à une intervention financière somme toute assez limitée, mais quand même qui a permis de débloquer la situation. Oui, je voudrais simplement préciser, parce que là aussi c'est très intéressant, sur l'esprit de l'ordonnance de 1945. Eh bien, justement, l'ordonnance de 1945 a prévu le cas où plusieurs acquéreurs se seraient succédés et où l'acquéreur entre les mains duquel se trouverait l'objet aurait acquis de bonne foi. Eh bien, l'ordonnance de 1945 précise qu'il y a une présomption irréfragable, c'est-à-dire une présomption qui ne peut pas être attaquée, une présomption de mauvaise foi. Et donc, justement, cette acquisition de bonne foi ne peut pas être opposée dans le cadre d'une revendication fondée sur l'ordonnance de 1945. Cette acquisition de bonne foi ne peut pas être opposée pour empêcher la restitution. Donc ça, c'était vraiment bien pensé par les rédacteurs de l'ordonnance de 1945. Ils ont bien identifié le problème et ils ont estimé que
la restitution dans un cas comme celui-là était plus importante que le respect de la propriété, et ils ont mis en place une présomption irréfragable. Alors la question magnifique de droit, mais je ne vais pas aller trop loin parce que vous allez plus pas tenir, mais c'est de savoir si cette ordonnance a un effet à l'étranger. Est-ce que, et j'étais prêt, moi, pour les héritiers Jaffé devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds, à plaider que l'ordonnance s'appliquait même à une acquisition qui aurait eu lieu en Suisse, du fait de son caractère impératif sur le plan international. Mais ça, c'était vraiment pas gagné d'avance. La déclaration de Londres de 1943 aurait pu aider. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait quitter un instant les biens culturels sur cette question pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus généralisé concernant l'ensemble des Juifs qui ont été expropriés, déportés, spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale? Et je pense évidemment à des gens qui ont voulu récupérer ne serait-ce que leur appartement et qui se sont trouvés, malgré l'ordonnance de 1945 que vous venez de citer, dans une situation telle que, quelquefois, ils arrivaient dans un appartement, on leur disait « mais nous, on a eu cet appartement dans des conditions tout à fait normales, vous ne pouvez pas le récupérer, parce que nous avons la bonne foi, nous avons acheté de bonne foi cet appartement aux gens qui vous ont exproprié. » Non, mais alors, l'ordonnance de 1945, je l'ai précisé au début, elle n'a pas du tout été édictée pour les biens culturels. Elle s'applique à toutes sortes de droits, intérêts, biens mobiliers, biens immobiliers, et il y a une jurisprudence extrêmement importante qui montre que énormément d'appartements, de biens, de loyers, de fonds de commerce, enfin de baux de fonds de commerce, ont pu être restitués grâce à cette ordonnance. Le problème est que même si le préambule à cette ordonnance précise bien que la procédure mise en place autour de cette ordonnance était faite pour être le plus rapide possible et le moins coûteux possible, il faut quand même se replacer dans les circonstances de l'époque, et malheureusement, c'était tout de même difficile de la faire appliquer et même d'initier une procédure judiciaire, tout simplement, pour faire constater cette nullité. Oui, je voudrais ajouter que, vu du côté de la Commission, la question des ventes forcées de biens immobiliers est rarement invoquée dans les dossiers. Pourquoi? On pourrait penser que puisque nous indemnisons les pillages d'appartements, que ces pillages s'accompagnaient de la spoliation des droits immobiliers. C'est très rare, parce que les procédures qui ont été mises en place à la libération étaient très rapides, expéditives, enfin pas expéditives, mais c'était des procédures de référé qui étaient très rapides. Et puis j'ajoute quand même, contrairement aux autres biens immobiliers, c'est que les biens immobiliers sont traçables. Hein. Les ventes, y compris celles qui ont été passées pendant cette funeste période, eh bien, étaient quand même enregistrées, puisque les notaires continuaient, et Dieu sait pour certains s'ils ont bien continué, à enregistrer les transactions immobilières. Alors reste une question qu'on n'a pas abordée, c'est la question de la prescription ou de la forclusion. C'est-à-dire, au fond, la fin des activités de recherche, soit à l'initiative de la CIVS. Pour l'instant, je sais bien qu'on ne parle pas de la forclusion des initiatives de la CIVS, mais ça pose quand même un problème. Est-ce qu'un jour, on peut invoquer la prescription? Est-ce qu'un jour, on invoquera la forclusion? Alors, ce texte de l'ordonnance de 1945 est tellement bien fait qu'il prévoit aussi des conditions dans lesquelles on peut être relevé de sa forclusion, donc ne pas faire jouer la prescription. Alors, ce qu'il est très important de savoir, c'est que cette ordonnance de 1945 est toujours en vigueur. Et donc, il y a des cas récents, des jurisprudences récentes, dans lesquelles on a pu faire application de l'ordonnance de 1945. Et à plusieurs reprises, les tribunaux et les cours d'appel qui ont été saisis ont considéré justement pouvoir faire application de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 qui prévoit un relevé de forclusion dans des conditions plus souples que celles du droit commun. Donc c'est pour vous dire que vraiment, au lendemain de la guerre, après la déclaration solennelle de Londres, l'esprit dans lequel a été rédigée l'ordonnance de 1945 était vraiment destiné à offrir et à ouvrir le plus largement possible la possibilité de faire constater la nullité d'un acte de disposition, encore une fois, pas seulement sur des biens culturels, mais sur un ensemble extrêmement large de droits dont les Juifs avaient été dépossédés. Et l'esprit était vraiment de pouvoir ouvrir le plus largement possible cette possibilité de faire constater une nullité dès lors que
l'acte de dépossession était la conséquence de mesures exorbitantes du droit commun. Michel Janouto. Oui, alors je pense que plus généralement, puisque le Premier ministre nous y a invités à faire mieux, nous butons. Alors, deux exemples qui vont vous montrer que nous ne pouvons, il est des situations dans lesquelles on ne peut pas faire plus. C'est le domaine des restitutions et l'obstacle que constitue l'inaliénabilité de la domanialité publique. Puisque actuellement, pour faire court, le seul moyen de sortir un bien d'une collection publique, c'est la loi. Et nous avons donc là un dossier dans lequel toutes les parties sont d'accord pour restituer le tableau, un utrio, et où on ne peut pas le restituer, parce qu'il est dans un musée d'une commune de la grande banlieue parisienne, mais bon, la commune est prête également, la municipale, à le restituer. Mais juridiquement, on ne peut pas le restituer. Ça a été d'ailleurs évoqué par M. Zivy, mais c'est vraiment, je crois, là, peut-être donner plus de souplesse pour permettre. Et ce qui me permet de souligner la différence, par exemple, entre un État centralisé, organisé comme le nôtre, et un État fédéral ou confédéral, qui en fait, comme la Suisse, où la domanialité publique existe, mais je donne la parole à, peut-être, je laisse la parole à Maître Reynolds, parce que, qui vous montrera dans une situation semblable. En France, une mairie ne peut pas restituer alors qu'elle est d'accord pour le faire. Comment cette domanialité publique a-t-elle pu être levée, je dirais, si facilement, d'une certaine manière, en Suisse? Alors, je reviens à l'exemple du tableau de Constable, qui était donc entré dans les collections d'une municipalité. Et il a fallu donc qu'une décision soit prise en vertu du principe de droit administratif du parallélisme des formes, c'est-à-dire on a dû prendre une décision, enfin la commune a dû prendre la décision de faire sortir le bien de la domanialité publique par une décision similaire à celle qu'il y avait fait entrer. Or, l'acceptation de la succession ou de l'acceptation de la donation s'était faite par une décision du conseil régional de la Chaux-de-Fonds. Pour qu'il sorte, il a fallu une décision similaire, qui était d'ailleurs soumise à la possibilité d'un référendum populaire, donc on aurait pu avoir une votation, je vous rassure, uniquement du canton, mais quand même du canton de Neuchâtel, sur la question. Il n'y a pas eu de demande de référendum, donc pas eu de vote, mais voilà, pour vous dire que les droits démocratiques doivent aussi être garantis. Mais c'est plus simple, parce que, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir une loi au niveau ni fédéral ni cantonal, c'était vraiment municipal. Et si on compare, juste en 2 minutes, si on compare à la situation de la France, on a deux exemples qui viennent éclairer la manière dont en France on aurait dû procéder. On a cette histoire de ce cas de la Vénus autantote, ce qu'on appelle la Vénus autantote, qui est la dépouille d'une femme d'une tribu d'Afrique du Sud qui avait été ramenée en France, montrée dans les foires, quelque chose d'absolument atroce, et qui a été conservée par le Muséum d'histoire naturelle. Lorsque l'Afrique du Sud l'a réclamée et que finalement ils ont obtenu la restitution, il a fallu passer une loi pour que cette dépouille puisse sortir des collections nationales du Muséum d'histoire naturelle. De la même manière, lorsque les têtes maoris ont été réclamées au musée de Rouen par le musée de Nouvelle-Zélande, la municipalité de Rouen, immédiatement, le premier geste a été « mais bien sûr, on vous restitue, ça nous paraît tout à fait normal, ce sont des restes humains, etc. » Et à ce moment-là, le ministère de la Culture a stoppé la procédure. Il a fallu faire toute une procédure devant le tribunal administratif. Et finalement, pour pouvoir restituer les têtes maoris, il a fallu passer une loi. Donc on est vraiment aujourd'hui toujours dans cette situation. Il n'y a pas de possibilité de déclasser des éléments des collections nationales.